Donc, après la séparabilité, nous avons ce qu'on appelle disons, l'apparence spéciale. L'apparence spéciale, il faudrait vraiment que ce que vous avez créé soit beau. Vraiment. Vous n'allez pas créer une vilaine chose. Il faudrait vraiment que ça soit beau. C'est pourquoi on parle d'apparence spéciale. Vraiment, il faudrait que ça soit quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose vraiment qui est attirant. C'est pourquoi on parle d'apparence spéciale. Si si la chose que vous avez, le design ou bien le modèle que vous avez à créer disons, n'est pas attrayant, vraiment, il ne va pas capter. Et c'est pas seulement le design, il y a ce qu'on appelle le dessin industriel. Le dessin industriel, c'est un peu ce que vous voyez souvent sur les tissus. Vous voyez les pagnes, par exemple, où il y a, par exemple, des dessins. Mais ces dessins-là, c'est quelqu'un qui les a, disons, qui les a imaginés. Vous allez voir sur les pagnes un peu africains où on va mettre un peu des sortes de croquis, de dessins. Ça, c'est ça qu'on appelle un dessin industriel. Et aussi, il faudrait aussi que le dessin puisse servir de type pour la fabrication d'un produit industriel. Produit industriel, téléphone portable, c'est industriel, la voiture, c'est industriel, un peu les pagnes, c'est industriel. Donc, il faudrait aussi que ce dessin ou ce modèle-là puisse servir à cela. D'accord? Et il y a aussi la nouveauté, on en a parlé tout à l'heure, il faudrait que ça soit vraiment quelque chose, disons, un modèle qui n'a jamais existé. Vous êtes le seul à pouvoir un peu créer ce modèle-là ou bien ce dessin industriel. Et enfin, il faudrait aussi que le dessin ou le modèle que vous avez créé ne soit pas contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Un peu contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Par exemple, vous mettez un dessin où peut-être la personne est nue, on montre un peu les parties intimes. Vous voulez un peu commercialiser ce genre de dessin industriel, vous la posez sur, par exemple, des t-shirts ou bien des pagnes que vous voulez vendre dans un pays, par exemple, qui vraiment, disons, où vraiment on pratique la religion. Ça vexe, ça heurte. Vous ne pouvez vraiment pas commercialiser ce genre disons, de pagnes, bien ce genre de t-shirt où vraiment on montre vraiment, disons, des parties totalement intimes d'une personne. Là, si vous le faites, vous n'allez pas être protégé parce que c'est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Nous allons aussi passer maintenant à ce qu'on appelle le non commercial qui fait partie aussi, disons, des actifs des autres aspects de la propriété intellectuelle, industrielle, disons. Et le nom commercial, c'est quoi? C'est un nom, c'est la dénomination sous laquelle une personne ou une personne physique ou morale désigne l'entreprise ou le fonds de commerce qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. C'est ça le nom commercial. C'est un peu ce que vous voyez des fois, ce qu'on appelle l'enseigne, un peu établissement Baye et Frères, établissement Pierre, etc. Chez Kangi, chez Jamil, chez Katia. Ça, c'est un nom commercial qui permet d'identifier, disons, une entreprise par rapport à ce qu'il fait. Dans la restauration, vous allez voir un peu, on va mettre chez tel, etc. Par exemple, pour un peu, quand vous vendez un peu la quincaillerie, vous allez voir, on va mettre établissement tel, vous vendez des téléphones portables, vous allez mettre par exemple chez tel, c'est pour pouvoir un peu vous identifier à la clientèle. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, il y a une entreprise qu'on appelle chez Kangi qui, disons, vend des téléphones portables, qui décode, qui répare des téléphones portables. Si vous allez, par exemple, au marché Sandaga, c'est des gens qui sont connus. Il suffit juste de dire, on veut aller chez Kangi, on vous le montre. C'est pourquoi on dit, c'est une dénomination sur laquelle une personne physique ou morale désigne le fonds ou l'entreprise, le fonds de commerce qu'elle exploite pour l'identifier dans ses rapports avec la clientèle. Quand vous dites chez Kandi, automatiquement, tout le monde sait que c'est pour pouvoir soit acheter un téléphone portable, soit c'est pour acheter, disons, ou réparer son téléphone portable ou autre chose. C'est ça qu'on appelle le nom commercial. Pour pouvoir, disons, être protégé concernant un peu le nom commercial, vraiment, l'OAPI a été très souple. Il y a deux modes d'acquisition du nom commercial. Vous pouvez l'acquérir par l'usage. Vous n'êtes pas obligé d'enregistrer. Dès l'instant où vous avez commencé à utiliser, si vous êtes connu, vraiment tout le monde sait que ce nom-là appartient à telle personne, à telle entreprise ou à tel
votre entreprise. De par l'usage que vous en faites, de par la notoriété que vous avez, vous faites de la publicité, tout le monde sait vraiment que c'est vous seulement qui, disons, utilisez ce nom-là pour pouvoir commercialiser vos produits ou bien exercer une activité. Là, vous pouvez acquérir un peu le nom commercial. Ou bien, soit vous déposez au niveau de l'OAPI, vous faites ce qu'on appelle une demande d'enregistrement au niveau de l'OAPI. Mais cette fois-ci, cette demande-là peut être traitée indirectement, c'est-à-dire que ça va passer par l'OAPI, mais vous pouvez d'abord aller au niveau, disons, du greffe du tribunal. Aujourd'hui, par exemple, au Sénégal, si vous voulez obtenir, par exemple, un nom commercial, vous devez aller au niveau du tribunal de commerce. Et on a ce qu'on appelle un registre aussi, qu'on appelle le registre du commerce, qui permet un peu de pouvoir un peu faire la demande d'enregistrement du nom commercial. Et ces services-là, que ce soit le registre du commerce ou le tribunal de commerce ou un autre tribunal, va en quelque sorte transmettre le dossier à l'OAP qui va l'étudier, qui va vous délivrer ce qu'on appelle, disons, un certificat d'enregistrement. Vous ne payerez que 20 000 francs. 20 000 francs pour pouvoir enregistrer votre nom commercial. Et la durée de protection, elle est de 10 ans, renouvelable. Vous pouvez renouveler de façon vraiment successive, hein, si vous voulez, mais il faut payer aussi les taxes de renouvellement tous les 10 ans pour pouvoir être protégé. Ensuite, on va à ce qu'on appelle l'indication géographique. C'est quoi une indication géographique? Disons, c'est des indications, indiquer. C'est un signe qui permet d'identifier un produit comme étant originaire du territoire. C'est pourquoi on parle de géographie. Un produit qui est originaire d'un territoire. Donc, ce produit, il est spécifique à ce territoire. D'accord? Ou une région, ou une localité de ce territoire. Mais la particularité, c'est quoi? C'est que ce produit-là ne peut avoir cette qualité-là que parce qu'il a été, disons, produit, je vais me répéter encore, dans cette région. C'est parce qu'il a été fait, il a été créé dans cette région-là, il a été planté dans cette région-là. Ça peut être un arbre, ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein. Ça peut être un fruit, ça peut être vraiment, disons, des chaussures. C'est parce que vraiment c'est typique à cette région-là. Si ce produit est tel, c'est parce que vraiment c'est grâce à la qualité, grâce au milieu climatique de cette région-là. Je vous explique un peu. En France, il y a ce qu'on appelle le fromage Roquefort. Roquefort, c'est une ville française. Et pourquoi on parle de Roquefort? C'est un fromage qui est produit dans cette localité-là. Et ce fromage-là, dans cette qualité-là, c'est-à-dire que sa saveur ne peut avoir, on ne peut trouver cette saveur-là que si ce fromage a été fabriqué dans cette localité. C'est parce qu'ils sont dans un milieu où vraiment c'est typique. C'est ça, c'est le milieu climatique qui favorise un peu ce genre de qualité-là. Si vous prenez la même technique de fabrication de ce fromage, ou bien même vous prenez les chèvres ou bien les bœufs de cette localité-là, vous les transposez à une autre ville française, vous n'allez pas avoir le même fromage. Si vous prenez le même procédé de fabrication de ce fromage-là, le même procédé, je dis, hein, vous le transposez, vous l'amenez au Sénégal ou bien ailleurs, vous n'allez pas obtenir la même qualité, la même saveur. Vous ne pouvez pas l'obtenir. Dans l'espace OAPI, on a aussi des exemples. On a des exemples un peu d'indications géographiques. Il y a ce qu'on appelle le poivre blanc de Pendia au Cameroun. Un poivre qui est blanc, qui est vraiment d'une saveur extraordinaire. Et là, vraiment, c'est parce que la localité où on cultive ce poivre-là qui fait que ce poivre est blanc. Il ne peut être blanc que lorsqu'il a été, disons, produit dans cette localité-là. Il ne peut être blanc que lorsqu'il a été produit. Si vous prenez une graine de ce poivre-là, vous l'amenez ailleurs, vous allez avoir du poivre que vous avez l'habitude de voir. C'est un peu ça ce qu'on appelle l'indication géographique. Il y a aussi ce qu'on appelle le miel blanc d'Oku. Oku, c'est un village camerounais. Le miel, il est blanc.